Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau numéro de Nom d'un pipeline. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sophia Ifren. Bienvenue Sofiane. Salut, bienvenue à toi. Et puis merci de venir avec moi aujourd'hui. Alors on va parler encore de plein de trucs rigolos, de CI, de CD, de tests, de déploiement, tout ça. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter pour tous les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Sofiane, ça tu l'as déjà dit. Comment je pourrais me présenter? Moi, je suis un profil à la base qui est sales. Ça, j'aime bien le dire en entrée de jeu parce que j'ai fait une reconversion en 2017. Et c'est en 2017 que j'ai connu le monde du développement de manière très brutale parce que j'y connaissais pas grand-chose à part les sites WordPress en cliquer glisser. J'ai fait une formation à l'AFPA de développeur CDI sur du Java. Donc j'ai appris plein de trucs que je connaissais pas. Les bases de données, je savais pas ce que c'était, le code. J'avais une vague idée. Ma mère était analyste programmeur en COBOL, au PTT, à l'ancienne. C'est-à-dire c'était l'ancien nom de, pour ceux qui Pas connaissent, mal. France Télécom, puis qui est devenu Orange. Donc c'était, elle fait partie des derniers fonctionnaires de chez Orange après l'histoire, bon, enfin, sinon on va s'égarer si on parle de ça, mais voilà. Et je connaissais que ça, de la programmation. Et en C'est un autre sujet, 2017, ouais. voilà, je suis tombé dedans en 2017 et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça et moi qui pensais que c'était vraiment que du front, je me suis découvert une grosse passion pour tout ce qui est back. Et donc j'ai fait tout ce qui est surtout data, les données, du Java. C'était une formation pour intégrer après dans l'aéronautique. J'ai fait une première expérience dans l'aéronautique. Et comme j'ai un père qui m'a beaucoup éduqué sur l'entrepreneuriat, très très vite, j'ai vu une opportunité là-dedans d'être autonome et indépendant. Et j'ai fait une seconde expérience très significative de 4 ans où j'ai pu vraiment bosser sur plein de sujets parce que j'étais dans les télécoms et j'étais en autonomie. Donc j'ai fait plein de trucs, des machines virtuelles, du serveur, etc. Et pour passer rapidement, c'est après ça que je me suis lancé à mon compte et aujourd'hui, j'accompagne des clients en start-up, PME et des fois, en fait, j'essaie de varier entre des moments où j'accompagne des clients de moindre taille, où je peux m'éclater, mettre en place plein de choses, et des moments où j'aime bien être dans des équipes plus grandes, chez des grands clients, pour pouvoir bien focus et bien monter en expertise avec des mecs calés, etc. Donc j'essaie de alterner entre les deux. Voilà, Ok, grosso modo. c'est cool. Ouais, du coup, tu as un peu tout vu de la petite startup qui commence, de la PME un peu de taille moyenne, voire même bosser dans des groupes un peu plus grands, quoi. Ouais, ouais. J'aime bien cet aspect-là de pouvoir un peu. Moi, je suis plutôt un profil généraliste parce que tu vois, je suis arrivé sur le tard hein, dans le monde du développement. Je suis arrivé en 2017. En 2017, c'était un peu le début de. Il y a eu pas mal de changements au niveau des frameworks, au niveau de aussi de la manière d'aborder le code. Il y a le DevOps qui est arrivé en compte. On demandait à des développeurs de faire plus de choses. Il y a l'IA qui est arrivée. Donc en fait, moi, je suis arrivé plutôt dans un moment où je me suis dit, pour m'en sortir, vaut mieux que je sois généraliste que spécialisé sur un truc et m'enfermer sur un truc. Et en plus, ça me correspond pas, quoi. OK, ouais, c'est cool. Du coup, toi, dans les expériences que tu as pu avoir avec les différentes équipes, comment tu décrirais c'est quoi ton ressenti sur, je commence de manière assez large, mais sur tout ce qui va être, genre CI, test d'intégration, test unitaire et cetera? Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu abordes ces problèmes-là dans les équipes dans lesquelles tu passes aujourd'hui? Alors, je dirais que le premier truc que je dirais, c'est on ne le fait que parce qu'on en ressent le besoin. On va pas avoir l'idée de se dire, bon, on va mettre ça en amont pour se prémunir de problématiques futures. On est vraiment dans je trouve après de ce que j'ai vu que c'est parce qu'on se retrouve face à des problématiques, des pertes de temps, des erreurs, qu'on commence à le faire et on le fait avec une grosse dette technique, ce qui fait que ça prend souvent énormément de temps. Voilà, si je pouvais résumer un peu ce que j'ai vu. Et ça, franchement, que ce soit le grand groupe ou la petite boîte, de ce que j'ai vu parce que je parle pas mal aussi avec les devs, c'est un peu toujours le même principe. Les causes peuvent être différentes. Ça peut être la hiérarchie dans les grandes boîtes qui voit pas l'intérêt, qui met pas les budgets, etc.
Et dans les petites boîtes, c'est le manque de temps. On a besoin de produire et puis on focus, on tunnel et puis on voit pas sur le côté les aspects que ça pourrait nous apporter. On veut produire vite et livrer vite parce que les clients nous mettent la pression. Mais au final, je trouve que c'est toujours un peu cette posture-là qui ressort. OK, bah, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, déjà, bon, tu dis dans ton expérience, il y a pas de rapport avec la taille de la boîte. A priori, c'est un truc qu'on voit un peu partout et 2e point, ouais, est-ce que ton sentiment, c'est que ça vient et de la hiérarchie, au sens large du terme, ça peut être un responsable, un tech lead et cetera? Est-ce qu'il y a pas une volonté des développeurs de se rendre compte qu'en fait bah, ils en ont pas marre de se faire, brûler les doigts sans arrêt par le fait qu'en fait, on aurait dû faire des tests, par exemple, on aurait dû mettre ça en place pour pas se retrouver, ennuyé après avec, des régressions, avec des soucis et cetera? Alors, c'est mon point de vue, mais il n'engage que moi, hein, mais c'est mon point de vue. Hem, En général, les boîtes, elles aiment bien les jeunes développeurs. Parce que quand à partir d'un certain moment, un dev, il prend un peu de l'âge, ben, il va soit se spécialiser, soit devenir un peu quelque chose de différent qu'un simple développeur. C'est un peu la vision à la française qu'on a. Ou c'est parce qu'il coûte cher? Il y a de ça aussi. Il y a pas mal de choses, mais disons qu'il y a une ambiance qui fait qu'un dev, quand il est plus très jeune, bah, il va passer sur autre chose. Il va passer souvent sur des choses où il va avoir un peu de management. Et le problème, c'est que les jeunes développeurs, ils sont pas formés à ça. Dans les écoles et tout ça, ils sont très peu formés à la CI/CD, ils sont très peu formés, même à Git, c'est hallucinant. Le nombre de jeunes développeurs qui arrivent sur le marché Git, pour moi, c'est voilà, c'est un outil essentiel et il y en a qui ne le maîtrisent pas en arrivant. Et comme en fait, ils se retrouvent un peu dans un environnement, si tu veux, on se retrouve avec un état de fait qui est que si ils tombent pas dans un environnement où c'est mis en place, qui leur permet d'apprendre, ils apprennent pas. Et donc, bah, après, quand ils passent sur du management, ils savent pas trop comment mettre en place, parce que si t'as pas vu, tu sais pas comment mettre en place. Et c'est un peu un cercle vicieux comme ça qui se met, tu vois. Toi, dans ta formation, par exemple, qui est pas du coup, qui est plutôt récente, tu as pas vu tout ça? Genre, les bonnes pratiques en termes de: «Tiens, on va faire des tests, on va faire de l'intégration continue, on va automatiser tout ça». C'est pas un truc, qui est abordé dans les formations que tu as Très pu faire? En peu. fait, on t'apprend juste à développer et ça s'arrête là? Ouais, très peu. Imagine, moi j'ai fait une formation, elle était très bien, hein, mais souvent les formations, c'est des formations qui sont assez, plus moi c'est un peu sous mode bootcamp. Ça veut dire, j'ai fait 6 mois de formation. Sur 6 mois de OK. formation, ce que tu apprends surtout, c'est du dev, de la base de données, de la production, tu vois, pure. On te parle un peu de Git et de comment tu versionnes ton code, mais on l'aborde de manière un peu comme tout, c'est-à-dire que c'est à toi de creuser derrière. On te montre le panel et l'étendue des choses, c'est à toi de creuser. Et après, derrière, j'ai eu 3 mois qui étaient nécessaires dans cette formation pour intégrer une entreprise. J'ai intégré une startup dans laquelle il n'y avait pas ça. Il y avait du commit, du versionning, etc. Mais il n'y avait pas tout l'aspect automatisation dont on peut parler, nous, tous les deux là. Il n'y avait pas tout ça. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est un vrai problème dans les formations parce que tu es pas le premier qui me dit ça et en fait, par exemple, j'ai déjà eu des étudiants, des stagiaires et cetera qui sont à l'école, même dans, tu vois, des bonnes écoles et qui sortent, qui font des trucs avec bac+5 et tout. Mais en fait, quand ils font, du Git et genre du GitHub ou du GitLab, en fait, ils sont pas plus de 2 en général ou 3 et c'est un gros truc qui manque. Bah, c'est aussi le concept même d'école qui t'empêche de faire ça, mais d'apprendre en fait à vraiment utiliser Git à plusieurs ou GitHub à plusieurs. Quand tu fais un projet, pendant, 3 semaines, à l'école, sur Git ou GitHub et en fait, tu as même pas le temps de mettre en place un truc qui ressemble à du CI, ce qui en fait devrait être standard, parce que tu dois faire des tests et cetera. On doit t'apprendre ça. Tu peux pas le faire et tu apprends pas la collaboration, en fait, entre différents développeurs. En fait, je suis même pas sûr qu'à l'école, on t'apprenne à faire une revue de code, digne de ce nom ou ce genre de choses. Ah, Non, on t'apprend un peu la partie managériale, c'est-à-dire quand vous êtes à plusieurs sur un projet, tu vas le gérer, tu vas gérer la partie managériale du projet. Mais je pense que les écoles, elles devraient, si je devais donner une solution ou une pseudo-solution, elles devraient avoir un environnement ouais. déjà, dans lequel les étudiants viennent et s'intègrent. Un environnement dans lequel il y a des bonnes pratiques, il y a une manière de faire. J'en connais une qui fait ça, qui est sur Marseille. Je vais pas la citer parce que je veux pas, je sais pas si je peux, mais j'en connais S'ils font des une, trucs bien, mais je pense que tu peux le dire, ça va.
D'ailleurs, j'en ai oublié le nom. J'ai déjà eu l'occasion de bosser avec eux. Et en fait, ils font une académie, mais c'est une boîte. C'est-à-dire, OK. c'est une boîte, ils ont un environnement et ils intègrent des vagues comme ça de développeurs qu'ils forment. Donc, il y en a 5, pas plus, mais ils sont dans un environnement et ils bossent sur des projets de la boîte, Ouais. des clients de la boîte. Donc là, en fait, ils voient directement ce que ça donne, ils voient directement l'environnement et bah, là, tu as libre cours de mettre en place des choses et de les faire intervenir sur des trucs qui sont carrés. Ouais, je pense que c'est un vrai problème pour les formations parce qu'en fait, si tu as pas cet environnement déjà, tu commences à zéro tout le temps. Ça, c'est un problème déjà parce que quand tu arrives dans une entreprise, tu commences rarement un projet à zéro. Ça peut arriver, mais en Mm. général, tu te retrouves sur un projet avec des gens qui sont déjà en place, qui ont déjà de l'expertise, et cetera. Ce qui est normal et tu vas apprendre, c'est trop bien. Mais en fait, tu sais même pas comment collaborer. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui arrivaient, qui savaient même pas faire une pull request parce qu'en fait, au final, ils avaient des fois bossé sans guide, sans version, enfin, sans contrôle de version, sans VSS, sans rien à l'école et qu'on leur avait dit vite fait: «Oui, ça existe et vous verrez ça, plus tard». Alors qu'en fait, maintenant, c'est essentiel. Faut pas juste apprendre à coder, faut apprendre à collaborer. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'apprendre à coder maintenant que tu as Copilot partout ou ChatGPT qui code à ta place en plus? Donc, finalement, c'est plus important de savoir que enfin, c'est aussi important en tout cas de savoir, aussi, collaborer, faire des pull requests, des revues de code et du coup de mettre en place, des trucs, d'automatisation et de CI, derrière qui, bah, font en sorte que non seulement tu fasses du code qui fonctionne, mais tu es sûr et j'ai pas l'impression, ouais, effectivement dans les formations que déjà ça c'est un truc sur lesquels on forme beaucoup les gens, alors que c'est la réalité, c'est un vrai besoin de, bah, pas recommencer à zéro sans arrêt ce que tu fais, de pas avoir des régressions sans arrêt, de gérer correctement le cycle de vie de ton développement, pas juste de, entre guillemets, «pisser du code», quoi. Mm. Ouais, ouais, après, si je peux rebondir, hein, c'est une vision, hein. C'est une histoire de vision. C'est-à-dire que tu as un ancien monde, tu as dit pisseur de code, c'est exactement ça, hein. Tu as un ancien monde qui pense dev égale pisseur de code, et tu as le nouveau monde qui est en train d'arriver, de se mettre en place par la force de la techno, qui est que bah, aujourd'hui, ouais, tu as l'intelligence artificielle qui fait que si tu arrives à... Je suis bien curieux de voir quelqu'un qui arrive à mettre tout un environnement en place, même à l'aide de ChatGPT, et qui arrive à très bien cerner toutes les fonctionnalités qu'il veut. Il demande à ChatGPT d'écrire les tests, il vérifie que les tests font bien ce qu'il lui dit, il génère le code. Si tout est bien intégré, etc., il peut mettre comme ça en place un truc sans avoir des compétences de code exceptionnelles, tu vois. Ouais, bah, enfin, j'ai regardé la keynote de GitHub Universe hier soir et c'est exactement ce qu'ils sont présentés avec Copilot qui est en train d'arriver là, ces prochains qui est déjà arrivé depuis quelques mois avec des nouvelles fonctionnalités ces prochains mois et c'est exactement ce qu'ils ont montré. C'est que tu es dans ton IDE, dans VS Code et tu dis: «Voilà, je voudrais un projet en React qui fait ça, ça, ça». Tu as un squelette tout fait, tu lui demandes les tests, tu rajoutes un champ, il fait tout quasiment automatiquement. En fait, tout ce qui est pas très intéressant, tout ce qui est un peu, Mm. boring quoi, ennuyeux, bah, c'est fait par, l'AI et donc du coup, tu as plus vraiment de raison de pas faire de tests. La vraie raison de pas faire de tests, c'est que soit tu connais pas les outils aujourd'hui qui permettent de faire ça assez rapidement, ce qui est quand même très dommage parce que tu vas vite te retrouver au stade de dinosaure, et puis je pense quand même que les jeunes générations vont de plus en plus utiliser ce genre d'outils parce que ça va devenir est-ce qu'on va te les apprendre à l'école? Ça, c'est une autre question encore, Ouais. mais parce que ça va vraiment être un complément, enfin, c'est déjà un complément pour beaucoup de développeurs aujourd'hui qui utilisent, GPT ou Copilot, ou ce genre de choses pour s'aider. Donc du coup, tu as plus trop d'excuses. Maintenant, il va rester l'excuse de, «Perdez pas de temps avec ça, on n'en veut pas», de ce que je disais tout à l'heure, la hiérarchie, quoi. Mais comment est-ce que tu Ouais. as encore besoin aujourd'hui? En plus, normalement, comme tu disais, ça, c'est un biais qu'on trouve assez vite en France, c'est que, en tout cas dans la peut-être la vieille garde, c'est, tu développes, mais être codeur, être développeur, c'est pas un vrai métier. Après, il faut devenir manager ou chef de projet ou tu appelles ça comme tu veux. Ce qui est pas du tout une bonne piste, une bonne voie à suivre, mais c'est souvent comme ça que ça peut encore se passer. Mais du coup, si ces gens-là deviennent aussi, des chefs de projet, des managers, des directeurs, à un moment, ils devraient connaître et comprendre l'intérêt d'avoir, du CI, d'avoir de l'automatisation, d'avoir des tests et non. Mais non, parce que en fait, regarde, si tu veux, c'est trop tôt. On fait passer les gens trop tôt sur des aspects managériaux. On a, je pense, un manque de culture de production acharnée et d'apprentissage avant de pouvoir gérer des équipes. Il y a des mecs qui sortent d'école, sont chefs de projet. Moi, je suis désolé, j'ai dit sur le marché,
On a autant besoin de bons devs que de bons chefs de projet. Ils sont nuls, les chefs de projet. Je suis désolé d'être aussi tranchant, mais tous les chefs de projet que j'ai croisés sont nuls. Parce qu'ils n'ont pas le bagage et la vision technique derrière, parce que ils ont... et d'ailleurs, ça crée des frictions entre les développeurs et les chefs de projet. Parce que bah, ils sont le management devient un peu une compétence à part entière, alors que pour moi, c'est pas vraiment le cas. Ça devient une compétence à partir d'autres compétences. Mais si tu pousses quelqu'un qui n'a vu que des projets sans CI/CD en tant que manager, bah, il va continuer à bricoler en tant que manager. Et comme il est manager, c'est lui qui décide, il se sent investi d'une mission décisionnelle, il va décider mal. Et il va pas forcément s'appuyer sur les bonnes. C'est-à-dire, voilà, comme tu as dit il y a quelques instants, quand on va venir lui dire oui, mais il y a des bonnes pratiques, le développeur peut-être saura pas trop l'expliquer, le mettre en avant, qu'il faut mettre ça, etc. Il ne saura peut-être pas aborder l'aspect business. Et le mec de l'autre côté, le manager, il va dire non, j'ai jamais fait comme ça, on va pas commencer à faire n'importe quoi, je dois produire, me prends pas la tête avec tes trucs de geek, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu vraiment ça le rapport que je vois aujourd'hui. Ouais, ça fait gadget quand tu connais pas et que tu l'as jamais ouais, ouais, je suis Ouais, d'accord. Mais en fait, ça, c'est un vrai problème qu'on trouve beaucoup. Alors pour le coup, je le trouve beaucoup dans les boîtes françaises où en fait, tu as qu'une seule track pour, les ingénieurs qui est tu développes pendant, 3-5 ans et après tu dois passer chef de projet et devenir un peu manager, ce qui est pas forcément la volonté de tout le monde, mais tu es coincé. C'est assez difficile. Les boîtes américaines sont beaucoup mieux structurées souvent comme ça. Alors il y a des boîtes françaises maintenant qui copient ce modèle et c'est cool. Où en fait, tu as ce qui s'appelle IC, c'est-à-dire, individual contributor, où tu peux devenir expert technique et je veux dire, passer 10-20 ans à faire de la techno et devenir expert technique et avoir plus de poids qu'un manager parce que tu es expert technique et des gens qui passent dans la track, du coup, manager, où là, ton rôle, c'est vraiment de faire du management et c'est un métier à part entière sur lequel tu peux aussi être formé, mais sur lequel tu as un background et sur lequel tu vas écouter l'expert technique si tu as quelqu'un qui a pas ton expérience qui te dit voilà comment on va faire le projet techniquement de A à Z, c'est pas toi le manager qui décide, tu es juste là pour aider les équipes à fonctionner, à parler entre elles, et cetera. C'est un côté très humain et pas forcément technique. C'est vrai que là-dessus, on mmh, a tendance à tout mélanger dans beaucoup de boîtes, je trouve, en tout cas dans la culture française, voire européenne, ce genre de truc où le côté américain là-dessus est beaucoup plus clair et l'avantage que tu as, c'est que tu peux avoir des gens qui restent dans des tracks techniques et qui sont pointus sur des sujets et qui vont être des vrais consultants internes que tu vas pouvoir écouter et qui vont te faire des projets qui fonctionnent de A à Z. Et ça marche très, 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 très bien. mmh. Enfin, tu vois vraiment la différence entre les 2 cultures et le résultat sur la qualité des projets et sur le fonctionnement des équipes en général. Bah, tu vois, je savais pas vraiment qu'il y avait ce modèle de fonctionnement mis en place, mais moi, c'est un peu comme ça que c'est vraiment ce que j'essaye de devenir à terme. C'est-à-dire, moi, mon objectif, si tu me demandes aujourd'hui, c'est quoi mon objectif à moyen et long terme, c'est vraiment ça. C'est la posture de consultant, je l'aime, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup l'expertise technique, je veux pas l'abandonner. Et je trouve que on a vraiment besoin de personnes. Il y a un besoin, et c'est pour ça que j'essaie de m'y nicher, de dire voilà, je viens vous apporter une expertise technique. Et après, bah, le management humain, je sais un peu comment ça marche, mais c'est pas mon truc. Moi, ce que Ouais. je viens, c'est vraiment coordonner la technique. Et ça, je trouve ça très intéressant et très épanouissant même pour comme évolution de carrière, tu vois. Ouais. Du coup, toi, c'est ce que tu fais aujourd'hui. D'ailleurs, tu viens comme consultant dans des équipes et cetera et que c'est quoi ta posture sur, bah, genre, les gars, on va automatiser, alors je sais même pas si tu as eu la chance de bosser dans des équipes qui vont jusqu'à faire du déploiement continu et faire plusieurs releases par jour, ce genre de choses. C'est peut-être un de Non. tes rêves, du coup, mais si tu pas Ouais. encore trouvé ça. C'est quoi, enfin, sans nommer l'équipe, je veux dire, mais c'est quoi le projet sur lequel tu trouves que c'était le plus intéressant? Genre, où tu te dis: «Bah, il est vachement en avance par rapport aux autres en termes d'automatisation, de déploiement, de tests, de CI, tout ça». Ah, je vais pas te mentir, j'ai toujours été plutôt frustré de ce côté-là. OK. C'est-à-dire que j'ai pas eu un truc. J'ai entendu on m'a parlé de certains environnements dans certaines boîtes, mais tu sais, à chaque fois, c'est toujours comme ça. T'as un peu le truc, tu dis ouais, ça va être super, et quand t'arrives dans la boîte, bah au final, voilà, ce qu'on en dit et ce qui est vraiment en place. Tu es Moi, déçu? ouais, voilà, j'ai beaucoup plus eu de déception à ce niveau-là que de trouver des environnements vraiment carrés, etc. Je sais qu'il y a des et encore, je sais pas. C'est que des voilà, que des oui dire. Moi, quand j'interviens en général,
C'est plutôt que on est en plein dedans, il y a des grosses problématiques et on a besoin de quelqu'un pour encore une fois, tu vois, on est vraiment réactionnaire et on a besoin de quelqu'un qui ait les bonnes réactions, les bons automatismes rapidement pour remettre le truc, heu, sur le chemin. J'ai 2 clients vraiment où j'ai vu, des trucs qui avaient été initiés dans, la CI. Donc je te parle pas de CD parce que non, je j'ai pas vu ça. En CI, OK. voilà, il y a toujours une interruption de service, il y a toujours, il y a toujours, en plus, moi, j'interviens dans le B2B et dans le B2B, c'est pas comme dans le B2C, on se permet beaucoup plus de latence à ce niveau-là. Voilà, on a juste à dire aux utilisateurs que c'est pas disponible de tel à tel moment et puis voilà. Et, et j'ai fait une startup où c'était du B2C, mais c'était pas non plus un truc, voilà, c'était des images Docker Ouais. avec du Kubernetes derrière et du GitLab CI. Mais c'était fait par une boîte externe et il y avait toute une tambouille interne. En fait, ils déployaient les applications de leurs clients via leur. Et en fait, si tu veux, j'ai eu à le reprendre. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'ils avaient mis quand même quelque chose en place. Mais euh, après, au niveau des procédures, de comment c'était documenté, le truc à reprendre, c'était assez compliqué quand même. Tu vois. Ouais, c'était pas si, évident que ça. C'était en fait, est-ce que c'était un truc qui était un peu rajouté par-dessus le reste, en fait? Tu disais, mais c'était externe? Enfin, ça, je trouve ça super, super bizarre si c'était un peu géré par une manière externe. Bah, tu sais, il y a un truc que je vois beaucoup en ce moment, c'est le offshore. Tu Ouais, sais, il y a, ce que j'ai remarqué dans le monde de la tech depuis que j'y suis, c'est que tu as des vagues de hype un peu. Et en ce moment, il y a une petite hype de offshore. C'est-à-dire que on veut un peu réduire les coûts et aller chercher des entreprises à l'étranger. Et là, pour le coup, c'en était une au Vietnam. Et eux, ils avaient leur manière de faire où ben, ce qu'ils faisaient, c'est que ils avaient un environnement sur Kubernetes avec, avec leur pod et chacun de leurs pods, plus ou moins, était une application de leur client. Donc, ils avaient des manières d'automatiser les trucs et quand ils poussaient le code, ils étaient sur GitLab. Il y avait un système qui se mettait en place d'intégration continue. Mais encore une fois, dans tout ça, ils développaient à l'ancienne, donc il n'y avait pas de test. Pour prendre un exemple, tu vois. C'est-à-dire que c'était mis en place juste parce qu'il y avait un côté pratique au fait que ils pouvaient gérer plusieurs clients et plusieurs projets avec un orchestrateur. Mais ils ne se prenaient pas la tête à se dire on va mettre en place un pipeline technique. Tu OK. vois. Tu vois, si tu veux, l'approche n'est pas la même. Et c'est pour ça que je te disais, c'est vraiment une histoire de vision et d'approche. Et c'est plutôt dans le sens, voilà, on veut mettre un truc pour pouvoir nous faciliter parce qu'on sait que ça nous fait gagner du temps, plutôt que on veut mettre en place un truc robuste. Et dans ce genre de cas, est-ce que tu as des équipes de QA, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de l'assurance qualité, voire qui font des tests à la main, que sais-je, dans ce genre de projet ou d'autres que tu as pu faire? Est-ce que tu as déjà vu ce genre d'équipe ou c'est un truc qui est même pas existant, Alors, dans ce projet-là dont je te parle, c'était une startup, donc c'était inexistant. J'ai vu des tests un peu dans des comptes un peu plus grands, mais en général, je n'ai pas intervenu sur des clients dans lesquels il y avait des équipes dédiées. En général, c'est souvent une tâche qui incombe au chef de projet. Euh, mais ça, c'est ce que OK, j'ai vu. d'accord. Donc ouais, c'est le Après, chef de après, projet qui ouais, s'occupe de faire les tests, quoi. c'est ça, c'est le chef de projet. T'as, par exemple, je suis intervenu sur un truc où c'était pas mal parce que j'ai pu voir un peu. Si tu veux, j'ai d'ailleurs quitté cette mission parce qu'il y avait le plafond de verre de maintenant que ça marchait, ils auraient pas voulu mettre en place des trucs supplémentaires, tu vois. Et, mais par contre, elle était intéressante parce qu'on partait d'un bousin, d'un truc en Java qui était vraiment avec plein de consultants qui étaient intervenus, avec une hiérarchie ou un management très dur où on leur avait dit tu règles le souci point. Donc ils avaient fait plein de bouts de code juste pour régler le truc. Il n'y avait pas de test. C'était vraiment un truc voilà. Et je suis arrivé et c'est là d'ailleurs sur cette expérience là que je suis passé tech lead
Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'ai pris le truc en main et ils avaient vraiment un besoin. Ils ont recruté plusieurs développeurs et ils m'ont dit, écoute, mec, t'as le profil, vas-y, fais, passe. Et c'est là-dessus un peu que j'ai eu mon appétence de gérer un peu les équipes techniques. Donc, on a repris le truc. C'était donc pour te donner un peu l'environnement, il y avait un orchestrateur Jenkins. C'est lui qui faisait OK. tout. Il faisait tout. Donc, même les commandes sur les serveurs, elles étaient écrites en dur dedans. Voilà. Et il fallait reprendre un peu le truc. On avait un peu de dashboard avec du Kibana, mais voilà, on voyait plein de problèmes et il fallait gérer les problèmes les uns après les autres. Et on éliminait les problèmes parce que il y avait des lenteurs, il y avait des queries N+1 qui faisait ralentir tout le truc. Enfin voilà, fallait vraiment reprendre la technique et essayer de dégrossir tout le legacy qu'on avait. Et pourquoi je te disais ça, je partais d'où? Mais en fait, cette expérience, si tu veux, quand on a commencé à vouloir mettre en place les tests, c'est arrivé, forcément, tu négocies avec les managers, etc. C'est arrivé c'est au chef de projet de faire ça. Il y avait 2 chefs de projet et il fallait qu'il y ait au moins l'un des deux qui se spécialise sur écrire les cahiers de texte. C'était des tests fonctionnels. Je sais plus que j'ai oublié l'outil qu'il utilisait, mais en gros c'était ça. Voilà, toi tu vas commencer par rédiger des tests fonctionnels Quand tu dis les tests et rédigés, c'était dans genre en français, il faut faire ci, il faut faire ça, ou c'est des trucs un peu plus automatisés, ou c'est un outil non spécial non quand même? c'était rédigé d'abord à la main pour ensuite mettre en place via du Selenium avec Python ou des choses comme ça, tu vois. OK. Et c'était le but pour les tests C'était un en peu fonctionnels. 1995, c'est ça? Ça fait un peu Non, non. non, même pas. Oh là là, mon Dieu. OK, non, non, mais c'est un peu old school ce genre d'approche et j'ai du mal à croire que ça se faisait encore récemment, mais pourquoi pas? C'était il y a 2 ans, hein. Ouais, ouais, non, mais je Deux te 3 ans, crois, mais c'est vrai depuis que c'est ça. assez, OK, OK, pourquoi pas, hein? En fait, j'ai l'impression Et que tu interviens beaucoup en mode pompier, en fait, sur toutes ces missions à chaque fois et qu'en fait, comme tu disais, tu parlais de plafond de verre et en fait, ce mode pompier, il s'arrête quand le feu, il est éteint, mais il y a pas du tout de question de: «Et si on faisait en sorte que cet incendie ne ouais, revienne jamais?» ouais, c'est un peu ce que j'ai, vraiment, hein. C'est un peu vraiment si je devais résumer le retour d'expérience que j'ai jusqu'à présent, c'est ça. Ouais, c'était toujours en fait, tu arrives trop tard et personne comprend finalement dans toute la gestion du projet, peut-être un peu au niveau tech, mais en tout cas même niveau, décideur que ce serait cool en fait de mettre des trucs en place pour, pas que ça brûle à nouveau et qu'on construise un truc plus solide de manière plus pérenne, quoi. À moins que les Mmh. projets soient tous des trucs jetables, effectivement, dans ce cas-là, je sais que par exemple dans le cas de start-up, ça peut avoir du sens parfois d'un peu pas trop pousser les tests parce que tu sais que ton truc est potentiellement jetable, tu peux pivoter la semaine prochaine. Donc si tu es vraiment early stage, tu es au tout début de l'aventure, tu peux avoir de bonnes Là, le raisons client dont de je viens juste te parler, c'est pas ça du tout, hein. C'est une ouais, application interne métier, qui est son cœur de métier et le client existe depuis des années et c'est un gros client et là, j'étais dans la DSI. Donc non, non, c'est ouais, là, c'est non. pas cool du tout, quoi. Et tu pas toi, du coup, à avoir du poids sur ce genre de trucs? C'est-à-dire d'expliquer parce que ton rôle, c'est de consultant. Après, quand on est consultant, Mmh. j'ai été consultant aussi il y a quelques années et moi, j'aime bien ce rôle parce que du coup, bon, bah, des fois, on t'écoute pas, mais vu que tu es externe, au moins, si on t'a pas écouté, tu te sens pas, tu dis: «Bah, écoutez, moi, je vous ai facturé la journée, je vous donne mes conseils, si vous les écoutez pas, c'est votre problème». Mais C'est un peu ma mais posture, ouais. tu as pas le sentiment, en fait, que c'est ça, en fait, c'est que finalement, tu te dis: «Bon, j'ai éteint l'incendie, si vous voulez pas que ça recommence, faut faire ça» et là, ils font: «Merci beaucoup, Sofiane, à la prochaine». Ouais, après franchement non, ils écoutent, mais après c'est toujours pareil, ceux qui ont le budget de le faire ont malheureusement avec toutes les étapes hiérarchiques qui c'est-à-dire tu as beau parler avec des personnes qui comprennent, il va falloir que tu passes ton temps à convaincre, puis convaincre au-dessus, puis convaincre au-dessus, puis convaincre au-dessus. Et au final, enfin, moi, pour l'instant, pour le moment, c'est plutôt, écoute, il faut rusher sur autre chose et on met ça un peu de côté. Les seuls moments où vraiment tu commences à avoir de la latitude, c'est quand l'application elle déconne et que au conseil d'administration, ils se disent bon, ok, là on a un gros problème,
on prend du budget ailleurs, on le fout là, et je mets entre guillemets parce que c'est souvent ce qui est dit, on rajoute des devs. Donc, comme ils rajoutent des devs, ils rajoutent du budget, et ça fait qu'il y a l'un de ces devs-là qui va pouvoir un peu prendre de la hauteur. OK. Tu C'est vois ce ce que que je veux j'allais dire? On dire, n'est parce pas qu'en en fait, tension. est-ce qu'à la fin, est-ce que c'est pas aussi un problème, là on passe vraiment dans le côté, plus technique, mais est-ce que il n'y a pas une part de responsabilité des développeurs de dire: «OK, je vais faire la feature, mais si je fais la feature, je vais faire les tests qui vont avec forcément». Tu vois? C'est un peu les 2 sont liés et qu'en fait, genre il y a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu même en parce qu'en vrai, en tant que développeur, quand tu passes ton temps à être au milieu des incendies parce que tu as dû écrire du code, vite fait et que tu as pas pu tester le truc enfin, tester de manière automatisée pour plus avoir à revenir dessus plus tard, ton truc, en fait, est-ce que c'est pas aussi de la responsabilité des développeurs à un moment, de se prendre en main, de dire: «Bah, Alors, écoutez, moi, je vais faire la feature avec les tests, c'est inclus dedans, il y aura la doc, il y aura les tests, il y aura tout, c'est un package complet, ça prendra le temps que ça prend et ce sera fait et après on reviendra plus dessus, on gagnera du temps». Je dirais pas parce que c'est pas le boulot des développeurs d'éduquer les responsables parfois comme tu parlais des project managers ou des enfin, qui, sont pas forcément, au point sur le fait que mais si toi, tu es un petit jeune et qu'en fait, tu sais que c'est la bonne pratique, est-ce que tu peux pousser en disant: «Écoutez, moi, je vais faire comme ça et c'est tout»? à 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, tout ce dont on a parlé, le fait que les développeurs, ils étaient mal formés en école, que euh, ça reste. De toute façon, c'est jamais 100% la faute de quelqu'un. Quand il y a un truc qui va pas, c'est Bien sûr. 50-50. Et je pense que ça reste une problématique, ok, mais faut que les développeurs, s'ils aiment vraiment leur métier, au bout d'un moment, ben, ils se mettent en tête que leur métier, il évolue et il faut qu'ils soient acteurs de leur métier. Et c'est vrai qu'on a trop cette posture un peu, ouais, bah, justement, comme on nous met dans une posture pisseur de code, on reste dans cette posture-là et il est de notre responsabilité de ne pas le faire. Là, je te parle de, par exemple, la dernière mission où je suis intervenu. Bah, pour le coup, moi, tous mes développements, j'ai dit non, on va mettre des tests en place, on va le faire. J'arrive, on me dit, écoute, c'est n'importe quoi. Des fois, il y a des trucs qui vont pas dans la base de données en prod, faut les faire passer. Et non, c'est mort. Je dis Ouais. non, non, moi je touche pas à la base de données de prod. Mais il y a des devs avant moi, il y en a plein, ils l'ont fait. Et en fait, soutenir la pression de la hiérarchie en tant que développeur, ça demande, il faut le dire, deux choses. Un caractère. Ouais. Tout le monde n'a pas forcément le caractère. Tu vois, quand tu arrives, tes devs, en plus, ils aiment bien prendre des genoux pour ça. Il exécute et il ferme sa bouche. Tu vois. Ouais. Ouais, complètement. Et il faut donc pour le caractère. Et puis, il faut aussi l'amour des choses bien faites. Et c'est vrai que là, je rejoins l'histoire de la responsabilité du dev. Tu as des devs, bah, ils font leurs devs, ils font leurs horaires et puis ils rentrent chez eux. Et c'est pas ceux-là qui vont changer vraiment les choses. Ceux qui vont changer vraiment les choses, c'est ceux qui vont vouloir. Et je dis pas ceux qui vont rester jusqu'à 20h et tout, je te parle pas de présentéisme, mais je te dis, voilà, c'est les mecs qui ils mangent, ils boivent, ils vivent dev. Et ils se disent, ouais, voilà, il y a un nouveau truc qui est sorti, on va essayer de le mettre en place. Je vais me prendre sur mon temps de dev, je vais rajouter un temps dans lequel je vais poker un truc et je vais voir si ça peut s'adapter. Tu vois, tu peux le gérer. Parce qu'en Ouais. plus, on a vraiment une grosse latitude sur les temps de développement. Les managers n'y comprennent rien. Donc, quand tu lui dis 2 jours au lieu d'un jour, lui, il voit que du feu. Si tu prends un jour à faire de la veille, prends-le. Et moi, tu sais, ça peut blesser, mais en fait, non. Tu es payé pour ça. Tu es payé pour être force de proposition, avoir cette posture. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas. En tant que dev, majoritairement, je l'ai très peu rencontré. Mais après, je comprends ce que tu dis et je suis d'accord et en fait, je pense que c'est un vrai problème de culture et de valeurs d'entreprise au final parce que si tu as pas les bonnes valeurs et tu pousses pas la bonne culture en interne, tu te retrouves avec des développeurs qui oseront pas forcément faire ça. Parce qu'il faut c'est bien en fait c'est bien de critiquer, mais en gros, il faut mettre en place le terreau fertile pour que tes développeurs y poussent et un autre point dont on parlait précédemment, c'est, quand au bout de 3 ans, 5 ans, tu fais comprendre à des développeurs qu'ils sont trop vieux pour coder et qu'il faut pas chef de projet, c'est compliqué en fait pour ceux qui arrivent, parce que du coup, quand tu passes chef de projet, manager, et cetera, tu fais forcément moins de code, moins de veille, tu peux pas progresser. Et en fait, moi, ça fait 25 ans que je fais de la technique, donc et j'apprends encore des trucs au bout de 25 ans et je me perfectionne et compagnie, comme plein d'ingénieurs. Et en fait, au final, tu peux pas faire ça si tu es dans un rôle managérial.
D'ailleurs, maintenant que je suis moins dans le dev, j'apprends moins. Et en fait, si tu n'as pas de seniors, en fait, de gens qui ont 10, 15 ans d'expérience, qui sont là pour mentorer tes jeunes et leur apprendre c'est quoi les bonnes pratiques, comment les mettre en place et progresser techniquement, mais que tu les dégages au bout de 5 ans, en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu as une culture perpétuelle de jeunes qui bricolent, sans vouloir insulter personne. Et tu te retrouves dans un truc comme ça où, comme tu dis, tu vas bricoler sur la base de prod parce que tu fais du bricolage en fait. Tu fais pas de l'ingénierie en tant que tel, tu fais juste du bricolage dans tous les sens. Mais si ta culture de boîte, c'est ça, c'est très compliqué, je pense, à la fin de sortir des bons produits et des trucs qui fonctionnent de manière générale sur le long terme. Je suis d'accord. Pour moi, je suis totalement d'accord avec ça. Du coup, si ça arrive, allez bosser ailleurs parce que ça va pas du tout. En fait, c'est un problème de culture d'entreprise et de valeur d'entreprise qui est pas bonne. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça un peu le résultat. Parce que comme tu dis, la faute est partagée entre les juniors qui vont pas, se rebeller en disant: «OK, on va faire des tests et cetera», mais en même temps, le terreau est pas fertile pour ça. D'un autre côté, ils vont devoir passer potentiellement manager, chef de projet, et plus pouvoir continuer leur expertise technique et donc ils vont devoir répéter le même schéma sur les prochains qui arrivent et du coup, on s'en sort pas. Et la hiérarchie comprend pas, les gestions les sortes de budget et compagnie, ça je comprends tout à fait effectivement, mais c'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi un problème de culture et de partage de connaissances et de recherche d'expertise et comme tu disais, finalement un peu même de passion pour ceux qui veulent se mettre là-dedans. Et si tout ça c'est pas propice à ça dans l'entreprise, faut faire autre chose en fait finalement, Bah, ce sera le tu vois, moi j'ai un deuxième volet de ce en quoi j'interviens. Je fais du consulting, mais je fais aussi de la formation de développeurs qui sont en CDI, qui veulent passer consultant et justement leur transmettre tout ça pour qu'ils puissent. Parce que je pense et je suis persuadé que la solution, après c'est peut-être un biais que j'ai parce que je suis très éducationnel, mais je suis persuadé que la solution, elle est éducationnelle. C'est-à-dire que il y a un marché à éduquer. Il y a des gens à éduquer et à leur montrer et à leur démontrer qu'il y a des choses à mettre en place, qu'il y a une posture à avoir et qu'il y a, comme tu as dit, une culture à changer. C'est vraiment une culture d'entreprise à changer. Et là, pour ça, je t'ai dit, j'ai rien à redire sur ça. Je suis 100% d'accord avec toi et c'est vraiment ce que j'ai constaté. Ouais, non, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord. On le voit chez nous, de la manière dont on bosse, par exemple, chez Mergify, où on a tout automatisé, on a des tests dans tous les sens, unitaires, fonctionnels. Il y a pas une seule pull request qui est mergée sans un test modifié ou ajouté, etc. Et c'est obligatoire, il n'y a même pas de débat. On n'a pas de QA, les tests sont faits dans le CI de A à Z. Tout ce qui est mergé part aussitôt en prod, donc c'est on continue, on déploie 30 fois, 40 fois par jour, enfin autant de cas de paires à merger, quoi, grosso modo. Et tous les gens qui sont arrivés chez nous ces dernières années hallucinent complètement parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors que pour nous, ça nous paraît normal et c'est standard dans beaucoup de boîtes et de startups avec qui on bosse aux États-Unis, par exemple. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de boîtes avec qui on discute en France qui rêvent d'avoir ça et qui se disent OK, comment on y va, comment on fait. Et il y a énormément d'accompagnement. Du coup, il y a des gens que ça n'intéresse pas et des boîtes dont ça n'intéresse pas de travailler comme ça de manière ultra efficace et qui ne voient pas la valeur d'avoir des jeux de tests automatisés où en fait, quand tu écris une nouvelle feature, tu es sûr à 100% qu'elle fonctionne et que tu n'as rien cassé. C'est quand même un truc de fou, quoi. Et tu peux la mettre en prod dans la demi-heure. C'est quand même un peu le rêve absolu de n'importe quelle boîte. Alors, quand tu es une boîte qui fait du SaaS, ça a encore plus de sens de pouvoir faire ça que si tu fais un intranet, quoi. Mais dans tous les cas, c'est un truc qui est top à aller chercher. Et je pense qu'il y a des boîtes qui veulent le faire. Et c'est cool, du coup, d'avoir des consultants qui sont capables de les emmener dans cette direction-là. Mais c'est vraiment une volonté que tu dois avoir derrière, quoi. Mm. Après, tu sais, pour les boîtes qui sont pas trop forcément SaaS, etc., il y a un truc qui n'a pas de prix, mais qui est très palpable. Ils se plaignent toujours du turnover, du fait que les devs, ils sont pas bien, ils se barrent, ils n'arrivent pas à recruter. Ils se plaignent aussi des erreurs que font les devs, des fois d'inattention, de trucs comme ça, qu'après ils mettent 4 jours à les rattraper. Ben voilà. Ah ouais, non, Euh, complètement. voilà, tu vois, ne vous prenez pas la tête, elle est là la solution. Mais comme je t'ai dit, c'est plus une histoire de culture, de mindset, de tout ça que de fric en fait. Parce que des fois ils l'ont le fric, mais ils ne le posent pas là-dessus parce qu'ils ne voient pas, ils sont pas éduqués à ça. C'est ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait, c'est une question de vision. Nous, on a une vision très long-termiste par exemple chez nous et donc on Mm. sait que le coût d'entrée, il peut être un peu élevé parce que former les développeurs, par exemple notre suite de tests, on fait des tests sur github.com, donc on fait des vrais tests qui vont parler à GitHub, on les enregistre dans des fichiers à plat pour pouvoir les rejouer dans le CI et compagnie.
il y a une vraie courbe d'apprentissage, de, je sais pas moi, quelques semaines pour que les développeurs, quand ils arrivent, ils ont vraiment prennent le pli de comment ça fonctionne, ça ralentit, mais la vitesse que tu as après derrière, à long terme, la valeur, on ne ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui, en quelques années avec une petite équipe de dev si on n'avait pas fait tout ça. On serait par terre, en fait, déjà. En fait, parce qu'on a une vision à long terme de tout ça. Et je pense que si tu as pas une Mmh. vision à long terme dans ta boîte et dans ton côté tech, de ce que tu fais, en te disant, en fait, c'est fait pour durer, c'est pas juste, on met le truc sous le tapis, on passe à autre chose tout le temps. Bah, déjà, ouais, au niveau de la rétention des ingénieurs et des équipes et cetera et de la valeur, de la qualité de ce que tu vas produire, elle va être très différente que si tu es juste là tu là, tu vis de trimestre en trimestre ou de mois en mois, quoi, ce qui est le cas, je pense, de pas Mais mal tu d'équipes vois, finalement. il y a un Et du truc, coup, oui, tu as sûrement un turnover de fou furieux. il y a un truc sur lequel je veux rebondir. Et là, tu vois, la manière dont on parle, ça me fait penser à quelque chose qui est important quand même. C'est que en parlant de responsabilité de développeur, tu vois, la manière dont on parle là, elle parle beaucoup plus à des gens qui vont manager, qui vont avoir un aspect très général sur la vision d'entreprise, que à des développeurs. Et ce qui se passe, et je l'ai remarqué ça aussi, c'est que tu as un problème, c'est que souvent les devs, ils viennent et ils proposent ça parce que ils l'expriment, ils le communiquent d'une manière où on ressent en eux que c'est le dernier joujou à la mode. Ils le présentent pas comme un truc qui va au niveau du business, etc., être super. Tu vois, ils apportent pas cette vision-là. Donc, je comprends aussi le manager que quand tu viens, tu lui dis, faut que tu débourses 2 fois plus de temps, que tu me payes 2 fois plus longtemps, parce que en fait, je vais faire du test et je vais faire du. Et lui, il dit, ok, pourquoi? Et toi, tu lui dis, parce qu'il y a un truc de fou. C'est un truc Ouais, super. Euh, et si tu lui exposes comme ça, je peux comprendre qu'ils disent non. Tu ouais. vois, faut arriver quand même aussi à se mettre à la place de tout le monde pour trouver une solution, c'est ça, hein. Et faut arriver à comprendre que le manager, lui, ce qu'il voit, c'est la rentabilité. Et si tu lui parles d'autre chose, bah, il va se dire, ouais, en fait, le gars, déjà que je le paye, déjà que je lui paye des charges patronales, déjà que, tu vois, Ça suffit. et voilà. En plus de ça, il veut que je lui mette des trucs juste pour qu'il soit content. Mais non, si tu lui parles, bah voilà, rétention, pas de turnover, bien-être au travail, et encore ça fait un peu bullshit des fois, mais retour sur investissement sur le long Ouais. terme, Ah bah, c'est ça, hein. robustesse du produit, tu vois? C'est ça la clé, quoi. Le ROI, c'est clairement ce qui va convaincre ta hiérarchie d'avoir un nouvel outil ou d'avoir, d'investir sur un sujet ou un autre. Et Mmh. c'est un truc que j'ai assez, je pense, cerné au bout de 5-10 ans de carrière. En fait, j'ai découvert ça dans ma tête, j'ai découvert ça en 3 parties, en fait. C'est souvent ce que je dis aux plus jeunes développeurs, c'est tu as 3 aspects, en fait. Tu as le côté technique de ta carrière, de ton travail qui est super important parce que tu dois être un expert technique et tu dois continuer à progresser sans arrêt. Mais c'est pas le seul truc qu'on te demande, en fait. Tu as 2 aspects qui sont un aspect que j'appelle plutôt social, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, savoir travailler avec les autres. À l'école, tu apprends pas vraiment à ça. Alors tu fais des trucs en binôme ou en petit groupe de 4 à faire des petits projets pendant 3 semaines. Ça t'apprend pas bien à collaborer, ça t'apprend pas à gérer les conflits, et non pas les conflits de code, mais les conflits de gens aussi, Mmh. qui sont pas d'accord sur est-ce qu'il faut utiliser des espaces ou des tables? Comment tu fais pour régler ce genre de problème? Donc tu as tout cet aspect social de, bah, de travail et de vie en entreprise, de travail en équipe parce qu'en fait, tu développes jamais un projet tout seul. Alors toi, oui, le soir pour rigoler ou le dimanche après-midi dans ton garage, mais en entreprise, tu es pas tout seul et il y a tout un aspect presque politique parfois et cetera, donc tu es pas obligé d'être expert dans ce domaine-là, mais au moins le côté social de, bah, bien savoir travailler avec tes collègues, d'arriver à peut-être à l'idée des fois des aspects ou des projets entiers selon comment tu te sens. Ça, c'est super important à développer et tu peux pas juste être tout seul dans ton coin et travailler, sans parler à personne parce que ça fonctionnera pas à long terme. Et l'autre Mmh. aspect, c'est l'aspect business. C'est comprendre ce que tu fais, la valeur que tu, délivres, au quotidien quand tu fais du code. Parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui sortaient d'une école, de très bonnes écoles techniquement, pareil, j'en citerai pas, mais il y en a qui sont très, très bien, qui te forment avec vraiment tu sais tout faire de A à Z, tu connais tous les ordinateurs, c'est super. Mais en fait, tu arrives dans une boîte et tu dis: «Ah bah, c'est cool, mais on va tout réécrire de zéro maintenant parce que moi je sais tout faire de zéro, ça va me prendre 5 ans, vous allez voir, c'est cool». Je dis: «Mais la valeur que tu génères, elle est nulle en fait, le ROI, il est Mmh. zéro. Quand tu vas faire un beau truc, tu auras tout réécrit, c'est tout beau, tout joli, tu maîtriseras tout le code, mais en fait, on s'en fiche, c'est pas ce qu'on te demande à la fin. À la fin, c'est comme je disais tout à Mmh. l'heure, c'est dans quel contexte tu fais ce code, pourquoi et comment tu maximises le ROI, donc le retour sur investissement. Alors effectivement, quand tu es développeur, c'est un peu ennuyeux, surtout quand tu débutes, de s'intéresser à ça, mais il faut le garder dans un coin de ta tête parce que si à long terme, tu veux avoir un peu d'influence et comme tu disais, bah,
pouvoir avoir un peu d'appui sur les décisions potentiellement techniques, de choix d'outils, même de techno et tu veux faire le dernier truc à la mode, bah, il faut pas juste dire: «C'est bien parce que je l'ai lu dans le journal de Mickey». Il faut dire: «C'est bien parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps et donc du coup beaucoup d'argent, parce qu'on va faire ça, ça» et avoir un plan, sortir un tableau Excel, hein, tant pis, avec des Mmh. chiffres, avec, même si c'est sur un coin de table et que c'est pas des chiffres tout à fait corrects, mais d'avoir un ordre d'idée, savoir si ça vaut vraiment le coup, si, et c'est super important pour aider. Il faut aider du coup les décisionnaires là-dedans et pas juste être la personne qui va, faire du code, quoi. Alors moi je dis un truc, j'aime bien piquer, mais c'est un truc que je dis aussi aux devs, c'est quand on est bien payé, c'est pas pour rien. On a des métiers où on est bien payé, c'est pas pour se tourner les pouces, tu vois. C'est pas pour. Il faut que tu sois en perpétuelle évolution dans ce métier-là. On te paye parce que tu apportes une valeur. Le jour où tu n'as plus de valeur, en fait, tu es complètement décorrélé au tarif auquel on te paye. Et le marché, à un moment donné, va se rééquilibrer. Et je dis ça, par exemple, tu vois, tu prends l'épiceur de code aujourd'hui avec ChatGPT, il transpire. Mais il faut transpirer, les Ouais, gars. ouais. parce que parce qu'il y a. Ouais, ouais. Voilà, tu me parles de GitHub Copilot, etc. Bah oui, il faut que tu trouves une valeur qui soit une vraie valeur. Pas une valeur que le marché pense, parce qu'il a encore un peu de retard, pense que c'est valorisé. Et là, ce dont on parle, pour moi, c'est une évolution du métier de développeur. Ouais. C'est-à-dire que le métier de développeur, il peut plus être, il va, si tu veux, par rapport à ce que tu m'as dit, s'américaniser. C'est-à-dire qu'on va demander de plus en plus d'expertise sur des aspects donnés, pas sur l'écriture du code, sur la formulation du code, sur le ça, on s'en fiche. Parce qu'au final, un développeur, il est pas, son salaire, il n'est pas corrélé à la technicité de comment il écrit quelque chose, ou parce que ça, personne ne le voit. Sa valeur, elle est corrélée à ce qui est produit au final. Et toute cette CI/CD dont on parle, c'est de la qualité qui est produite sur le produit. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui est à valoriser, parce que c'est ça qu'on est prêt à payer, que le marché est de plus en plus prêt à payer. Ça, c'est cool. C'est plutôt le point positif du coup, c'est que mais ça, Ouais. je suis d'accord avec toi. C'est sûr que si tu viens en tant qu'ingénieur et que tu dis: «Écoutez, je peux vous faire des features, sans problème et corriger des bugs, mais de temps en temps, il y en aura des nouveaux bugs et des régressions». Ou si tu es capable de faire un truc où il y en a pas de A à Z et qu'en fait, c'est tout le temps la marche en avant et on revient jamais en arrière. C'est un peu le principe d'avoir un CI et d'être sûr que ça marche tout le temps. C'est sûr que la valeur que tu livres à la fin, c'est d'un ordre de magnitude complètement différent, en termes de valeur pour l'entreprise parce que le retour sur investissement, il est fois 10 fois 100 par rapport à quelqu'un qui passe son temps à recommencer à zéro et à se prendre les pieds dans le tapis tout le temps. Mm. Ça, Ah c'est ouais. clair que je pense que le paradigme va beaucoup changer avec bah, enfin, c'est un peu ce que bon, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, mais c'est sûr que tu le vois au bout de 20 ans et même pour ceux qui étaient là encore plus avant, qui sont plus âgés que moi. De toute façon, tout augmente, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu fais à un moment devient une sorte de commodité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai peur qu'on arrive j'ai peur, non, j'ai pas peur, mais moi, je pense qu'on arrive à un moment où écrire du code, ça devient une commodité. Maintenant, tu as une IA qui écrit le code pour toi, donc tu lui dis ce que tu veux, elle écrit le code et c'est un peu d'ailleurs ce que disait, Thomas, le CEO de GitHub hier. Finalement, pendant la keynote de GitHub Universe, c'est un peu maintenant tu décris en anglais ce que tu veux à une IA, elle t'écrit le code, en grande partie et l'anglais va devenir une langue de programmation finalement, quasi universelle parce que tu pourras transformer de l'anglais en code. Donc si tu pars de ce postulat-là et que c'est ce qui va nous arriver, dans la tronche, ces prochaines années, bah, tu montes tout d'un niveau. Du coup, comme tu disais, maintenant où est-ce que tu te places par rapport à ça? Parce que juste savoir écrire, 3 lignes de Python, c'est pas super intéressant. Ça maintenant, entre guillemets, «tout le monde sait le faire». Donc il faut passer un niveau dessus. Regarde, je vais te prendre un exemple tout bête, hein. J'ai eu il y a quelques jours en coaching un mec qui est commercial, donc qui connaît rien au code, mais qui boursicote. Il fait de la bourse. Il s'est écrit un programme avec ChatGPT en Python sur comment est-ce qu'il se génère des fichiers Excel sur tous les stocks sur Yahoo Finance pour pouvoir en fait avoir des fichiers Excel d'analyse. Et ensuite, il veut aller utiliser une librairie, donc TA pour ceux qui connaissent un peu la finance et tout, pour aller, en fonction d'indicateurs techniques, s'envoyer des signaux par mail. Et le mec, il a développé toute la partie
génération de fichiers Excel, toute la partie analyse, toute la partie... donc, il s'envoie déjà des signaux. Et alors ça, c'est la première partie. Waouh, il sait pas coder le mec, hein. Il sait pas coder. Il a appris tout seul. Il a appris tout seul. C'est dans son coin. Il a développé ça tout seul. Et la deuxième partie, c'est pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de moi en fait. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'un coaching? Bah, parce qu'il m'a dit en fait, pour déployer ça, je sais pas comment faire. Ouais. Ouais. Et en fait, on y est là. C'est-à-dire qu'il est venu pour me dire, bah écoute, j'ai plein d'informations, mais par contre, tout ce qui est déploiement, où est-ce que je dois le mettre, sur les serveurs, j'ai vu Heroku par-ci, applicatif, lui c'est un script bateau, tu vois, et ouais, Ouais. j'ai un cron, je dois... Et ben en fait, tout ça, là, au jour d'aujourd'hui, c'est une plus-value. Parce que moi, je vois de plus en plus de mecs qui, en no-code, avec des outils très instinctifs, font des choses. Et puis, quand ils arrivent à la problématique de OK, bah ça, c'est déployé quelque part. Si ça tombe, si ça bug, bah, faut débugger, faut aller voir ce qu'il y a derrière, etc. C'est là où vraiment on va faire appel à toi. Et là, en fait, ton expertise, ben, elle est, elle est au-dessus de la leur, de par le fait que ce qu'ils font, pour toi, ça doit être trivial. Et donc, toi, tu dois avoir une expertise qui est au-delà de ça. Ouais. Et c'est en ça que je parle toujours d'amélioration continue. Parce que si tu restes sur le fait que de coder, bah, au jour d'aujourd'hui, par exemple, un commercial comme ça, bah, il va te dire, bah, j'ai pas besoin de toi, je sais le faire, tu vois. Non, c'est Et clair. concrètement, il l'a fait. En plus, ouais. Mais c'est ça, en fait, la partie infrastructure, finalement, et tout ce que tu vas avoir autour, et process et compagnie, ça, aujourd'hui, tu peux pas. Ça devient, plus ton projet devient gros, et plus ça devient complexe. Ça, tu peux pas aujourd'hui avoir. Enfin, t'as pas d'outils, en tout cas, pas encore. On en parlera dans 10 ans, ou peut-être avant. C'est vrai, peut-être que je me trompe. Mais qui vont te permettre d'avoir ça. Donc, tu as de plus en plus de solutions sur étagère. Et c'est vrai que du coup, si tu veux déployer un truc en Python, ben, tu peux prendre un truc comme Heroku, effectivement, et le faire super vite. Ça t'évite d'avoir un serveur à installer avec un CD-ROM sous Linux et à racker dans un data center. On a vachement progressé. Mais il reste encore beaucoup d'intelligence, effectivement, et d'expertise à avoir sur ces sujets-là. Et c'est là, effectivement, il faut monter d'un cran et aller sur ce genre de choses. Ouais. Moi, je pense qu'il faut monter d'un cran conceptuel. Si vraiment tu veux rester sur une proposition de valeur forte dans le monde de la tech, aujourd'hui, faut monter plus sur du conceptuel que sur de l'opérationnel pur. C'est-à-dire que quand je dis de l'opérationnel pur, c'est-à-dire du code. Du conceptuel de comment est-ce que tu vas architecturer ton truc pour qu'il puisse être scalable si tu veux le scaler, qu'il puisse avoir des temps de latence qui sont corrects. Et en fait, tout ça, comme tu dis, pas encore, l'IA ne sait pas encore le faire. Et je pense même qu'il y a vraiment un truc où il y a vraiment 10 ans, voire plus, c'est tout l'aspect conceptuel. Parce que ça, c'est quand même ce qui fait de nous des humains. Ouais. Tu vois, de prendre en plusieurs paramètres en compte, mais une infinité de paramètres, et de savoir trouver une solution en faisant abstraction de certaines choses. Ouais. Ça, typiquement, c'est le truc que nous, on sait faire, que l'IA ne saura jamais faire, parce que elle, si elle veut faire ça, il lui faut plus de puissance de calcul. Beaucoup plus. C'est Ouais. exponentiel. Tandis que nous, non. Et c'est là où nous, on va rester... J'aimais beaucoup quelqu'un qui disait par rapport à l'IA, puisqu'on en parle, ça revient beaucoup, c'est comme quoi c'est vraiment... c'est que ça va nous dévoiler en nous notre aspect qui fait vraiment notre humanité. Ouais. Alors là, on va philosopher un peu, mais c'est ça, c'est-à-dire que C'est ça. l'IA va nous débarrasser des trucs superflus qui sont arrivés avec la révolution industrielle, qui est qu'on n'est pas des robots, ben on va le redéléguer aux robots, et nous, on va redevenir humains, en fait. Ouais, c'est Et assez c'est comme ça, cool. ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. C'est une bonne façon de voir les choses, ouais. Et je pense qu'effectivement, ça va être, mais ça va changer aussi un petit peu le métier et le niveau auquel tu dois rentrer dans ce métier, et pas juste, bah, écrire des lignes de code, parce que ça, c'est plus très intéressant. Et maintenant, il va falloir, comme tu dis, être un niveau aussi au niveau conceptuel, savoir, concevoir une appli, le déploiement et tout le process qu'il peut y avoir autour. Donc ça va être super important. Peut-être que du coup, il y aura moins de friction pour mettre en place des tests, des CI et tout ça, parce que, ça paraîtra comme étant moins chronophage peut-être. Tu auras une partie qui sera un peu automatisée par l'IA et qui pourra aider, quoi. Je pense que ça va venir, hein. Je pense vraiment, j'ai cet espoir-là je pense que ça va venir, ça va prendre le temps qu'il faut. Il faudra que des gens y œuvrent, comme toi et moi, je l'espère. C'est notre pierre à l'édifice, tu vois. Mais je pense que ça va venir. Un jour, hein, il y a un DSI qui va taper sur ChatGPT quel est l'avantage de mettre, d'intégrer une CI/CD complète C'est sur un ça. produit qui... et il va se rendre à l'évidence, tu vois.
C'est ça, quoi. Utilisez d'ailleurs ChatGPT si vous êtes développeur pour, faire vos petits documents, pour prouver à votre, manager que c'est Ouais, intéressant de faire des tests et de mettre des pipelines de CI, ouais. je suis sûr que ChatGPT peut vous aider pour, convaincre des gens, qu'il y a un bon ROI derrière, mais ouais, non, je Mmh. pense que c'est vraiment l'avenir et c'est vraiment le truc cool. Du coup, je pense qu'on a fait un peu on a fait un bon tour de tout ça et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il faut qu'on te souhaite, Sofiane, comme mission pour l'avenir? Est-ce que tu veux nous décrire ta mission de rêve un peu? Parce que je crois qu'il faut qu'on passe une annonce pour que tu arrêtes de retrouver dans des équipes où il y a pas de CI, il y a pas de test, il y a le feu partout. Hem, vous recrutez en ce moment? Non. En fait, ouais, il me faudrait vraiment Pas cette année en tout cas, mais ce que j'aimerais voir, c'est vraiment un truc fini dans lequel la plus-value, elle est celle dont on discute depuis tout à l'heure et ne plus être en mode, éteindre les feux, mais boiser des forêts, si je peux dire. ouais, C'est-à-dire commencer à vraiment être que sur l'aspect. Moi, le code, ce que j'aime vraiment dans ce qui m'a attiré dans le code et ensuite dans tout cet univers de la tech, c'est l'aspect créatif, tu vois. Souvent, on me dit, ouais, tu es créatif, le code. Tu sais, les gens extérieurs, pour eux, vraiment, il y a un décalage entre le métier et l'image qu'ils s'en font. Et ouais, voilà, moi, ce qu'il me faudrait, et ce sur quoi aujourd'hui je me focalise pour bosser, c'est des environnements créatifs dans lesquels je peux créer parce que il y a les choses qui sont mises en place, il y a les guidelines, il y a les piliers, il y a un socle solide. Et donc, en fait, on peut s'abstraire de tout ce stress de la livraison, ouais. des problématiques, tu vois. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, ouais, ouais, j'ai pas vraiment trouvé un environnement dans lequel je serais épanoui là-dessus. Et je pense que si je trouve un environnement comme ça, je peux y rester longtemps. Ouais, non, mais je Tu vois? comprends, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le stress de la livraison, c'est un truc que du coup, bah, je sais pas, nous on connaît plus parce qu'on livre tout le temps, mais c'est vrai que quand tu livres moins tu livres, plus tu es stressé à la fin, tu te dis: «Comment ça va se passer?» Mm, J'imagine mm, les gens qui devaient faire des releases une fois par an sur CD-ROM. Oui, je suis très vieux, j'ai des références de vieux. Mais j'imagine le mm. stress, quoi. Tu presses ton Ouais. CD-ROM à quelques centaines de milliers, voire millions d'exemplaires, il y a un bug et c'est parti. Comment on fait maintenant pour manager le truc? Maintenant, ça nous Ouais. paraît trop rigolo. Tu fais: «Bon, on va repousser en prod». Non, il y a longtemps, tu faisais pas ça comme Mais ça, comme donc quoi, tu vois, il y a une évolution. Et je pense que, voilà, toujours à un instant T, tu vois pas à l'instant T plus un, mais je suis sûr qu'il va y avoir des évolutions. ouais, c'est Enfin, sûr. j'espère. On croise les doigts. Voilà. Merci beaucoup Sofiane, en tout cas, c'était super cool de discuter avec toi, de parler de tout Merci ça à toi. et je te souhaite, bon courage pour tes prochaines missions et j'espère qu'il y aura moins d'incendies et plus de fun en tout cas et plus de trucs intéressants dans tout ce dont tu as parlé aujourd'hui et peut-être de l'AI Yes, aussi. merci. Yes, merci à Salut. toi.